Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce lundi 11 janvier, dans la capitale pakistanaise, les discussions en cadre visant à ressusciter le dialogue entre le gouvernement de Kaboul et les talibans afghans doivent débuter ce lundi. Des représentants de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Chine et des États-Unis participeront à la réunion. Les discussions de la feuille de route visent à jeter les bases d'un dialogue direct entre Kaboul et le groupe islamiste. Les insurgés ne montrent aucun signe de faiblesse 14 ans après qu'ils ont été évincés du pouvoir par une coalition menée par les États-Unis. Mais les talibans eux-mêmes ne seront pas présents à la réunion de ce lundi qui essaiera de mettre en place un mécanisme pour les pourparlers de paix. Le gouvernement pakistanais va présenter une liste de membres des talibans qui souhaitent discuter et de ceux qui ne sont pas intéressés. Les experts se sont exprimés sur la façon d'amener les parties concernées autour de la table pour accoucher d'un accord de paix. L'Afghanistan a besoin de se constituer de l'intérieur en tant que nation. Personne d'autre ne peut aider l'Afghanistan. Tout ce qui vient de l'extérieur peut contribuer si nous avons quelque chose à l'intérieur. Si nous n'avons rien à l'intérieur de l'Afghanistan, rien ne venant de l'extérieur ne sera en mesure d'aider. Le gouvernement du Pakistan peut mettre beaucoup de pression sur ces réseaux pour qu'ils acceptent les pourparlers de paix. Le gouvernement afghan avec les autres pays, y compris la communauté internationale, s'efforce de renforcer le processus de paix en Afghanistan. Ils doivent apprendre des erreurs passées et aider le gouvernement afghan avec pour but de développer des politiques claires. Les pourparlers de paix assurant la sécurité dans un pays qui sort de la guerre sont le procédé le plus court. Les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite continuent à s'aggraver. Dimanche dernier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a accusé l'Iran d'interférer dans les affaires du pays. Il a appelé par ailleurs les membres de la Ligue arabe à l'unité dans le but de protéger la sécurité régionale. Ces ingérences sont gérées très sérieusement par le Royaume et avec une entière détermination. Il appartient également à la Ligue arabe, dans le sillage de ses objectifs, de protéger nos nations arabes et de préserver la sécurité nationale de nos nations, de nos populations et de nos ressources. À la demande de l'Arabie saoudite, les membres de la Ligue arabe se sont réunis dans la capitale égyptienne, Le Caire, pour une session extraordinaire. Ils ont discuté des dernières attaques ayant pris pour cible l'ambassade et le consulat saoudien en Iran. Le chef de la diplomatie saoudienne a déclaré qu'il souhaitait que la Ligue arabe adopte une position sans ambiguïté sur ces attaques qui ont suivi l'exécution d'un chef religieux chiite. Le Royaume a par ailleurs exhorté l'Organisation de coopération islamique, dont l'Iran est membre, à se réunir et à définir la position des pays islamiques sur cette question. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a exprimé son soutien envers l'Alliance contre le terrorisme menée par l'Arabie saoudite lors d'une rencontre avec le ministre saoudien de la Défense en visite dans le pays, le prince Mohammed Ben Salman Al Saoud. Il a assuré aux diplomates saoudiens que le Pakistan répondrait si l'intégrité territoriale du pays était mise en danger. Le prince saoudien, qui se trouvait dimanche à Islamabad pour une visite officielle d'une journée, a également rencontré le chef de l'armée pakistanaise, le général Rael Sharif, qui a notamment déclaré que la sécurité des États du Golfe revêtait une immense importance pour le Pakistan. Cette visite intervient 4 jours après que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, s'est rendu lui-même à Islamabad. Le Pakistan a exprimé ses inquiétudes à l'égard des tensions actuelles entre l'Arabie saoudite et l'Iran et a proposé sa médiation entre les deux pays musulmans. Et direction en Europe, la France a rendu hommage aux victimes des attaques du journal Charlie Hebdo et du supermarché Cacher, durant lesquelles 17 personnes avaient trouvé la mort il y a un an. Le président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont déposé une gerbe auprès de la statue de Marianne, symbole de la République française dans le centre de Paris. Madame Hidalgo a invité les Parisiens à se rendre sur la place avec des bougies dès 17 h et déclaré que désormais la statue de Marianne serait allumée en permanence. Le président Hollande a par la suite rencontré les familles des victimes sur cette même place. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a indiqué que les forces de sécurité demeuraient en état d'alerte maximale en cas de nouvelles attaques. C'est de se souvenir des gens qui ont péri pour la liberté d'expression et laquelle est significative de l'identité de notre pays.
Je pense que je suis une génération qui n'a pas connu la guerre, mais je ferai partie de la génération qui aura connu le terrorisme. Et malheureusement, je pense qu'on va vivre avec pendant encore très longtemps. L'homme qui a été abattu la semaine dernière alors qu'il tentait d'attaquer un poste de police parisien demandait le droit d'asile depuis 2011. Le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé dimanche que cet homme avait été emprisonné 3 fois en Allemagne. Des officiers de police allemands ont donc apporté les preuves samedi après une perquisition dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nous avons collecté un ensemble de preuves lors de la perquisition de samedi dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Du matériel de stockage de données, des cartes SIM, mais aussi des dossiers et beaucoup de papiers avec des notes. Évidemment, la plupart de ces écrits sont en langue arabe et il faudra un certain temps avant de pouvoir analyser tout ça. Les enquêteurs allemands ont seulement confirmé que le suspect avait vécu dans un centre pour demandeurs d'asile en Allemagne, sans donner plus de détails. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a émis des doutes concernant l'annonce allemande et a appelé les médias à être extrêmement prudents dans leur diffusion de l'identité du suspect. L'homme a été abattu jeudi par la police française après qu'il eut essayé de prendre d'assaut un poste de police au nord de Paris. L'attaque s'est produite exactement 1 an après la série d'attaques terroristes qui avait commencé dans les locaux du magazine Charlie Hebdo à Paris. Le ministre allemand de la Justice Heiko Maas a déclaré dimanche que la vague d'agressions à caractère sexuel ainsi que les vols qui se sont produits lors des festivités du Nouvel An à Cologne avaient été organisés. Heiko Maas a confié à un journal local que les autorités suspectent les assaillants d'avoir choisi une date spécifique où il y aurait foule pour commettre leurs méfaits. Le journal cite des rapports de police confidentiels qui révèlent que certains immigrés nord-africains avaient passé des appels sur les réseaux sociaux pour qu'un rassemblement ait lieu à Cologne le soir du Nouvel An. Des jeunes hommes auraient répondu à ces appels au-delà même de l'Allemagne, en France et en Belgique. La police annonce qu'elle a désormais enregistré 379 cas de violence et que la majorité des suspects sont des demandeurs d'asile et des migrants illégaux venus d'Afrique du Nord. Ces allégations ont attisé les critiques à l'encontre de la chancelière allemande Angela Merkel et de sa politique libérale de la porte ouverte. La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'1 millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui y ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherche à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne
Et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. Pas moins de 30 pays sont engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Intéressons-nous à l'un d'entre eux dont la présence au sol est significative. En février, le Danemark enverra 120 soldats dans la province irakienne d'Al-Anbar. Dans quelques semaines, la formation se déroulera dans une zone de guerre. Mais aujourd'hui, les officiers danois attendent. Les personnes formées seront en fait des soldats irakiens. L'implication du Danemark est bien plus que symbolique. Nous avons de nombreux soldats, des experts en déminage d'engins explosifs improvisés, des spécialistes de l'artillerie et des mortiers, des experts en combat en zone urbaine. Une petite armée, un petit pays peut donc participer à une grande mission. Les hommes de l'armée danoise sont présents sur le terrain depuis 1 an. Ils forment les Irakiens au combat. Ces soldats assureront la 3e relève. En février, le régiment de la garde royale danoise dirigera le déploiement de 120 soldats dans la province d'Al-Anbar en Irak. C'est le cœur du combat contre le groupe État islamique. La base dans laquelle ils seront stationnés et qui se trouve à 158 km de Bagdad est à l'intérieur du territoire du groupe État islamique. Elle est également non loin de la ville clé de Ramadi, à nouveau contrôlée depuis 2 semaines par les forces irakiennes. Mais dans les environs, la bataille continue. Un des aspects de la mission sera de conserver le moral retrouvé. Il s'agira aussi de gagner la confiance depuis la base. Nous les considérons à égalité. En étant gentils avec eux, ils le seront avec nous. Ils savent que nous sommes ici pour les aider. Mais même des unités de forces de protection ne peuvent écarter la menace interne, une attaque émanant du côté irakien. Des risques que les soldats connaissent. Je me suis porté volontaire pour cette mission. Je savais donc quelles pouvaient en être les conséquences. Ma famille a un passé militaire. Je suis la 5e génération d'hommes ayant intégré l'armée royale. Nous y sommes donc préparés. C'est également le cas pour la majorité des Danois, mais une présence à long terme pourrait susciter la controverse. Le risque est qu'on pourrait finir par constater la fragmentation du groupe État islamique de l'intérieur. Mais dans ce cas, nous aurons une guerre civile très grave. Et nous ne savons pas comment y faire face. Mais à l'heure actuelle, l'armée irakienne progresse. Ces soldats de l'armée danoise la prépareront à poursuivre le combat. En Égypte, le Parlement nouvellement élu a entamé sa session d'ouverture au Caire. Le nouveau Parlement est dominé par une alliance loyale au président Abdel Fattah al-Sisi. Il comprend 568 membres élus, plus 28 membres désignés par al-Sisi en personne. Il doit élire son président et débattre de centaines de lois passées par décret présidentiel en l'absence de chambre législative. Le président parlement du pays avait été élu en 2011 et 2012 lors des premières élections libres après la fin de la présidence de 30 ans d'Hosni Moubarak. Un tribunal avait ensuite dissous le parlement à la mi-2012. Les 596 membres du Parlement ont débuté leur travail dimanche. Dans le cadre de la nouvelle constitution égyptienne, les 2 chambres originales du Parlement ont fusionné en une seule assemblée. La coalition pour l'amour de l'Égypte, alliée au président al-Sisi, compte le plus grand nombre de candidats élus. C'est un parlement particulier car c'est le plus grand de l'histoire de l'Égypte. Le pouvoir de ce parlement est encore plus grand que celui des précédents. Certaines responsabilités présidentielles ont même été transférées à ce nouveau parlement. Nous avons un parlement qui possède pour la première fois certains pouvoirs habituellement réservés au président, ce qui en fait un parlement très fort pour le pays. Ce nouveau Parlement compte 89 femmes députées, le plus grand nombre en plusieurs décennies, et pour la première fois un tiers de l'Assemblée composé de jeunes. Ce Parlement a également été constitué à un moment crucial pour l'Égypte. Il s'agit en effet du premier depuis le soulèvement qui a entraîné l'éviction du président Mohamed Morsi et du parti des frères musulmans du pouvoir et vu la montée en puissance d'Abdel Fattah al-Sisi. Des sujets importants attendent d'être réglés par la nouvelle Assemblée. Ratifier les lois qui ont été adoptées au cours des présidences du président par intérim Adli Mansour et d'Abdel Fattah al-Sisi
Environ 400 lois, pour certaines très importantes, devront être décidées au cours des 15 prochains jours. Ce sont leurs dossiers les plus importants. Des lois très importantes doivent être discutées, telles que les lois antiterroristes et celles sur les manifestations. Les Égyptiens semblent avoir confiance dans la capacité de succès de cette assemblée. Nous espérons que cette nouvelle assemblée pourra réussir à concrétiser nos rêves, car nous, Égyptiens, avons souffert pendant 32 ans sous la férule de Moubarak, ainsi que sous celle de Mohamed Morsi. Ce fut une période difficile pour les Égyptiens et pour l'État. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est le volet Aujourd'hui la Chine, présenté par Elsa Suru. Bonjour Elsa. Bonjour Jodine. Quel est le premier sujet à développer dans cette partie? Eh bien, nous allons parler non pas des drones militaires, mais des drones civils et de leur utilisation en Chine. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé. L'administration chinoise de l'aviation civile a édicté de nouvelles règles. Libin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Libin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser les gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les deux instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Libin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas. En 2016, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Zheyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est de la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité.
Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Et les entreprises chinoises présentes au CES de Las Vegas sont non seulement venues en grand nombre cette année, mais également avec un large échantillon de produits, parmi lesquels des téléphones, des drones ou encore des téléviseurs. Malgré les centaines de drones présentés au CES, rivalisant pour capter l'attention du public, l'entreprise chinoise Erhang a révélé un drone qui les éclipse tous. Erhang 184 est le tout premier véhicule aérien autonome pour particuliers au monde. Il peut transporter une personne pesant jusqu'à 100 kg. Ce véhicule tout électrique est conçu pour emporter une personne jusqu'à plus de 3500 mètres de haut pendant une durée de 23 minutes. Après avoir sélectionné un plan de vol, le passager n'a plus qu'à appuyer 2 fois sur les commandes, une fois pour décoller et une autre fois pour atterrir. C'est complètement sans danger, car même si avec un rotor ou 2 ou 3 hélices ne fonctionnent pas correctement, cet appareil peut encore planer, encore voler, jusqu'à l'endroit le plus proche pour atterrir, en toute sécurité pour le passager. Huawei a présenté 4 nouveaux produits, dont 2 nouvelles smartwatches pour femmes et le smartphone Mate 8 qui annonce plus de 2 jours d'autonomie de batterie. Le Mate 8 possède également un appareil photo de 16 mégapixels qui incorpore un indicateur qui vous aide à prendre le meilleur cliché. Et si vous souhaitez prendre un selfie, vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de toucher un bouton situé sur l'arrière du téléphone, et voilà. Au sein de notre Consumer Business Group, nous consacrons environ 70% de notre effectif à la recherche et au développement. C'est relativement unique. Il s'agit véritablement d'une entreprise dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi il y a autant d'innovations. Faraday Future a également révélé avoir conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise chinoise LeTV, décrite comme le Netflix chinois. Ancien haut dirigeant d'un constructeur automobile chinois et à présent haut responsable chez LeTV, Ding Lei avoue même son sentiment de culpabilité d'avoir produit des véhicules polluant l'environnement. Il souhaite à présent produire quelque chose qui soit bénéfique pour l'humanité et l'environnement. Nous n'attendons pas les bras croisés qu'il arrive des changements. Nous, à l'ETV et Faraday Future, sommes venus ici pour transformer et créer le futur. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Faraday Future livrer un véhicule sur le marché. Mais avec une équipe formée d'anciens employés d'Apple, de BMW et de la NASA, cette start-up spécialisée dans les véhicules électriques a confiance dans sa capacité à transformer le secteur automobile dans le futur. C'est la fin de cette rubrique Aujourd'hui la Chine et je vais maintenant repasser la parole à ma collègue Jodine qui va clore ce journal. Jodine, c'est à vous. Merci Elsa et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.